responsable ici à l'ISCO, entre autres choses, des programmes de philosophie et de sciences humaines au sein du secteur des sciences sociales et humaines. Et je suis notamment le responsable de la coordination de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée chaque année, vous le savez, le troisième jeudi de novembre, pour coïncider évidemment avec la livraison du budget mondial. La conférence générale a fait preuve d'un humour et d'une érudition qui mérite d'être saluée en inscrivant au cœur même de notre célébration annuelle de la philosophie la tension entre Dionysos et Apollon, dont Nietzsche faisait la racine de la pensée tragique, voire de la philosophie en général. Nous ne sommes plus le troisième jeudi de novembre, mais nous sommes encore dans la célébration de la philosophie à travers sa journée mondiale, et donc je me réjouis tout particulièrement de pouvoir accueillir ici aujourd'hui Miguel Benassayag pour continuer une discussion que nous avions déjà hier sur la question des générations futures, que nous avions retenu comme thème fédérateur pour la journée mondiale de la philosophie, qui évidemment a été célébrée un peu partout, de multiples manières et sur des thèmes les plus divers, pour des raisons qui sont à la fois institutionnelles et intellectuelles. Je commencerai par les raisons institutionnelles, parce que vous les connaissez peut-être moins, et elles ne sont pas sans importance. D'une part, comme vous le savez, pour l'ensemble des agences des Nations Unies, pour l'ensemble du système des Nations Unies, la question des générations futures nous interpelle à partir de la réflexion sur le développement durable, qui, quoi qu'on puisse penser conceptuellement du terme, constitue un ordre du jour auquel nous ne pouvons déroger et qui a été formalisé, tant bien que mal, par la communauté internationale lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui a eu lieu à Rio de Janeiro au mois de juin. Le développement durable nous dit que nous enjoint de nous développer afin de répondre aux besoins humains d'aujourd'hui, sans nuire à la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Et du coup, le souci des générations futures, c'est le cœur même, selon la définition canonique, de la question du développement durable. Mais que sont ces générations futures? Par ailleurs, il y a 15 ans, la magie des chiffres ronds, demi-ronds, l'UNESCO elle-même avait adopté, par sa conférence générale en 1997, une déclaration sur les responsabilités des générations présentes à l'égard des générations futures, qui là aussi nous interpelle d'ailleurs d'autant plus que force est de constater que nous n'avons pas fait grand-chose de cette déclaration depuis son adoption. Et donc nous souhaitions marquer son 15e anniversaire par quelques réflexions sur sa pertinence, sur sa portée, sur des actions que nous aurions éventuellement à entreprendre afin de l'honorer. Et puis, il y a aussi des raisons intellectuelles, des raisons proprement philosophiques. La question des générations futures est à la fois la question de notre identité, c'est-à-dire de la base sur laquelle nous pouvons nous projeter dans un avenir au long cours, avec toutes les questions que cela pose sur la constitution et sur le périmètre de ce nous, qu'on a trop facilement coutume de résumer à l'espèce humaine tout entière, comme si elle était homogène et égale devant l'avenir. Et en même temps, cette question des générations futures, telle qu'elle nous est posée institutionnellement, soulève des questions très importantes sur la communication, comment parler à des êtres qui n'ont ni visage, ni nom, ni pays, ni même époque, parce que les générations futures, c'est une notion indéterminée et homogénéisante qui rassemble tout l'avenir sous une seule étiquette. Des questions aussi de justice, de réciprocité, de solidarité. Il est clair que si nous devons être justes ou équitables à l'égard de ces générations futures, ça doit être sur une base qui n'est pas celle que nous retenons habituellement pour les affaires de justice entre humains, à savoir un accord entre des volontés qui se sont rassemblées et se sont entendues. Nous pouvons imaginer toutes sortes de relations avec les générations futures, mais pas celles. Je ne vais pas vous résumer l'ensemble des activités qui avaient lieu hier, mais afin d'introduire le propos de Miguel Benassayag, je voulais vous signaler 2 points. Surtout si vous n'avez pas pu être là hier et que vous n'avez pas pu profiter des activités que nous avions. Tout d'abord, nous avons fait une table ronde spécifiquement consacrée à la question des responsabilités des générations présentes à l'égard des générations futures,
reprenant volontairement le titre de la déclaration institutionnelle de l'UNESCO comme question pour la réflexion philosophique. Et l'un des thèmes qui est ressorti fortement de cette discussion, c'est la difficulté de faire fonctionner conceptuellement la notion de génération future, tant elle, sous couvert de nous rapporter au temps long, tant en réalité elle nie le temps en rabattant la totalité de l'avenir sur une abstraction homogénéisante, génération future, qui ne distingue ni les temps ni les époques, qui ne distingue pas la filiation des solidarités inscrites dans autre chose que la filiation, qui ne fait aucune distinction entre les horizons dans lesquels nous pouvons nous projeter par l'imaginaire relativement simple de la filiation idéalisée ou d'ailleurs de la prospective scientifique et technologique, et puis les horizons au-delà dans lesquels nous ne pouvons nous projeter que par l'imagination de la fiction. Raisonner sur 2070 ou sur 2300, ça n'est pas du tout la même chose. La notion de génération future, loin de nous aider à saisir la différenciation, la structuration du temps futur, nous invite à tout écraser en une boule unique, purement abstraite, qui du coup est une manière commode de tenir à distance la question des responsabilités que nous pourrions avoir à l'égard de ceux qui viennent après nous. Et, comme cela a été montré par Luc Podolsky, par exemple, dans son ouvrage sur la souffrance à distance, le souci du lointain peut être l'alibi commode de l'indifférence aux proches, de même que la projection dans l'abstraction peut être une manière très commode de se détourner de ce qui concrètement nous incombe. Et nous avions essayé, en contrepoint de ces réflexions philosophiques, de faire quelque chose de très différent et de très concret à partir des activités de philosophie avec les enfants que nous conduisons avec le soutien et en collaboration avec le réseau Philolab, réseau francophone international de travail sur la philosophie dans ces lieux inhabituels que peuvent être l'école primaire, mais aussi l'hôpital, la prison ou l'entreprise. Nous avons invité un certain nombre de groupes d'enfants, du CM1 jusqu'à la 6e, dans des établissements français, à réfléchir très concrètement à ce que eux aimeraient dire aux enfants qui auront leur âge, non pas dans un futur indéterminé, mais le 3e jeudi de novembre en 2062, dans exactement 50 ans. Vous êtes arbitraire, mais ça a le mérite d'être concret. Et les enfants ont travaillé au premier trimestre avec leurs enseignants, ont produit un certain nombre de contenus, des objets, des messages, des images, d'ailleurs très différents d'une école à l'autre, ce qui est en soi intéressant. Et ce que nous avons proposé à ces enfants ici à l'UNESCO hier, c'est de rassembler leurs messages dans une boîte métallique qui a été symboliquement fermée en la présence de la directrice générale elle-même et qui a été enterrée à l'entrée principale, là-bas, à la place de Fontenoy. Vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, la petite plaque qui dit qu'ici est enterrée la capsule temporelle de l'UNESCO, enterrée le 15 novembre 2012 et destinée à être ouverte le 3e jeudi de novembre 2062. Et ce contraste entre l'extrême abstraction de la notion de génération future prise comme telle et le caractère très concret de la réflexion de groupes d'enfants situés dans des établissements particuliers et se rapportant à travers leur expérience, leur imaginaire, leur connaissance, leurs préjugés aussi, à une date précise du futur, concrétisée qui plus est par un objet qui a été mis en terre, ça me semble un balancement entre l'abstrait et le concret qui introduit bien, si j'ai bien compris les propos que Miguel Benassayag va tenir, et qui résume assez bien aussi l'esprit dans lequel nous avons voulu hier, 3e jeudi de novembre, célébrer la philosophie. Et avec ces mots d'introduction, j'aimerais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Donc, avant de passer la parole à notre invité d'honneur, le philosophe Miguel Benassayag, je vais quand même vous le présenter et dire de quoi il va parler. Moi, je vais intituler ce sujet « Pourquoi prendre soin des générations futures ?» et Miguel va parler en fait d'un point crucial qui est le présentisme. Il va intituler
son allocution, sa conférence, tout ce que vous voulez. Il parle toujours très librement, sans préparer quoi que ce soit, tout au moins pas de texte. Il va l'intituler Le présent permanent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Miguel Benassayag, je crois qu'il y en a quand même, je vais vous le présenter. C'est un philosophe un peu spécial, il n'est pas ordinaire, il est un philosophe qui aime la pratique, qui aime mettre en pratique ses idées, les idées, et qui travaille toujours sur le terrain, en situation. C'est pas un philosophe de l'abstraction. C'est, je crois que pour beaucoup d'entre vous, pour vous rassurer, parce que l'abstraction, on a du mal avec ça. Alors, il n'est pas seulement philosophe, il est aussi transdisciplinaire, parce qu'il est aussi médecin et psychanalyste, biologiste, et il est pédopsychiatre. Donc, il faut bien gagner sa vie, quoi. Surtout quand on n'est pas dans les circuits académiques traditionnels. Parce que Miguel, il n'a pas voulu faire une carrière à la Sorbonne ou dans d'autres universités. Lui, il est dans le mouvement des universités populaires. Il est aussi bien à Ris-Orangis, dans la banlieue parisienne, que à Reims, ou à la cité 2000, 4000, à Aubervilliers, ou à Turin, où il s'occupe d'un mouvement de coopérative. Et aussi, en tant que biologiste, il dirige un séminaire à Buenos Aires. Donc, c'est quelqu'un qui bouge, mais en même temps qui est très sur le terrain. Pourquoi ce parcours un peu non traditionnel, pas conservateur? Il est franco-argentin et né à Buenos Aires. Et dans sa prime jeunesse, je veux dire 17-18 ans quand même, il a participé à la lutte armée en tant que guévariste contre la dictature militaire argentine. Et ça lui a coûté cher, ça lui a coûté 4 ans et demi dans les geôles de cette dictature féroce. Il a subi la torture, et c'est par une chance unique, vraiment exceptionnelle, qu'il a pu échapper à ces geôles et qu'il est vivant. Il a pu échapper à la mort. Et comme beaucoup de ses camarades, comme la plupart de ses camarades, comme sa femme aussi à l'époque. Et voilà, ça explique beaucoup ce parcours par les chemins de traverse qu'il a emprunté ensuite. Il est aussi auteur de... Même s'il n'enseigne pas dans les universités académiques, il est auteur de au moins 25 livres, et je vais vous donner quelques titres de ces livres qui sont beaucoup en rapport avec son engagement. Déjà, pour commencer, l'engagement dans une époque obscure dans laquelle nous sommes. Hein. Ou alors le titre, le mythe de l'individu. Nous sommes dans une époque où l'individualisme forcené est prescrit, pratiquement. Un autre titre, c'est la fragilité. La fragilité a beaucoup à voir avec ceux dont il s'occupe. Autrement dit, j'ai oublié de dire qu'il est aussi le fondateur ou cofondateur d'un collectif qui s'appelle Malgré tout, et qui s'occupe des SDF, tous les marginaux, hein, des suicidaires, des sans-papiers, voilà. Donc la fragilité est aussi un de ses titres. Et dans la cité 4000, cette expérience de la cité 4000 d'Aubervilliers, où il a animé un groupe de femmes monoparentales, je crois, en s'occupant en tout cas de la lutte pour un logement décent. Il a écrit ça, il était impliqué dans cette lutte-là, dans cette animation avec la journaliste Florence Aubenas, et ensemble ils ont écrit Résister, c'est créer. C'est des beaux titres tout ça. Hein. Et les deux derniers, qui sont plutôt orientés vers le futur et en même temps basés sur une connaissance biologique approfondie, c'est Organisme et artefacts et fabriquer le vivant. Et là, nous sommes complètement
dans la projection dans le futur, tout ce qui se prépare pour nous, la longévité ou même la vie éternelle, dans les laboratoires des biologistes et des scientifiques dans le monde entier. Donc, toujours en rapport avec le territoire, toujours en rapport avec l'engagement, toujours en rapport avec une lutte dans le présent et pour quand même les générations futures, parce que ce que j'ai oublié de dire, il est très intéressé par ce sujet, non seulement en tant que citoyen, en tant que philosophe, penseur, mais aussi en tant que père d'une toute petite fille de même pas 1 an. Donc, pourquoi a-t-on des difficultés à prendre soin des générations futures aujourd'hui? C'est-à-dire, comment éduquer dans un monde où le futur est devenu une menace? Il ne faut pas se leurrer, nous vivons une époque de crise, pas seulement économique et sociale, mais aussi une crise de civilisation, où les valeurs qu'on nous a enseignées, les valeurs des Lumières, ont plus cours. On sait très bien, les jeunes aujourd'hui dans les écoles savent très bien que leurs enseignants, quand ils parlent de ces valeurs-là, c'est-à-dire la culture, la civilisation, toutes ces valeurs de vertu et d'être bon, de ne pas être paresseux, de lire, d'écrire, etc. Ils savent très bien qu'ils vont être des losers parce que leurs enseignants même, c'est des losers. Hein. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Dans une société qui promeut surtout l'argent, c'est-à-dire l'argent roi, des spéculateurs, des traders, dans une société où il y a un individualisme à tout va et où chacun doit jouer les coudes et chacun pour soi, quoi, et sauf qu'il peut, ça marche plus. Donc renversement des valeurs et voilà, la crise est aussi, elle n'est pas seulement dans l'éducation, elle est dans la famille, elle commence dans la famille, hein. C'est crise de l'école, crise de la famille et rupture, par conséquent, rupture du lien social. Et toute la question est là. Comment retisser du lien social dans une société qui prône l'individualisme et l'individu roi? Voilà, je crois que c'est aussi c'est le souci de ces universités populaires dans lesquelles Miguel essaie de promouvoir la puissance d'agir, parce qu'un philosophe, ça doit être tourné vers l'action. Ça, c'est en tout cas son credo et c'est toute son action de toujours. Dans cette sortir aussi du présent, de ce présent permanent, ben voilà, et je crois que Miguel Benasayac va vous donner un peu sa vision des choses. C'était juste une petite introduction pour que vous compreniez de quel philosophe extraordinaire il s'agit. Bon. Bonjour, ici le philosophe extraordinaire vous adresse la parole. Écoutez, je vais essayer plutôt dans le sens d'une rencontre de développer les points qu'une telle problématique pour moi soulève, hein, c'est-à-dire quels sont les points problèmes voilà, on parle de la responsabilité envers les générations futures, comme il a été dit, les générations futures deviennent de plus en plus une abstraction, c'est-à-dire on parle d'une abstraction, bon, les générations futures, effectivement. Je vais essayer d'avancer les quelques points de réflexion sur lesquels je travaille, qui expliquent un tout petit peu, non pas que d'un point de vue moral, nous sommes devenus des gens qui n'aiment plus ses enfants, ses petits-enfants ou les futurs, ou qu'on est devenu moralement très égoïste. Je vais essayer d'expliquer de mon point de vue quels sont les véritables points structurels, objectifs, qui sont en partie responsables de cette effectivement rupture des transmissions.
puisque je pars de la base, comme tout le monde, c'est pas très original, qu'il y a un véritable problème de rupture des transmissions. Hein. Rupture de transmission, ça ne signifie pas simplement la perte de notre rapport dynamique avec le futur, mais aussi la perte de notre rapport avec le passé. Hein, c'est-à-dire, alors je vais essayer de donner quelques points pour commencer d'une façon un peu métaphorique. C'est vrai que les métaphores compliquent en général les choses, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que pour n'importe qui d'entre nous, d'un point de vue neurologique, neurophysiologique, l'idée d'être égal à soi-même, à nous, ça nous semble normal. Simplement, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. C'est-à-dire comment notre cerveau, hein, comment le cerveau de chacun de nous, ou d'un mammifère, ou de notre espèce aussi, comment il y a un fonction, comment existe, quels sont les neurones, quelles sont les possibilités, quelles sont les traces qui permettent que chacun de nous opère cette manip pas du tout évidente, qui fait de se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis le même d'hier. Vous voyez? Eh bien, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, c'est un véritable travail de construction d'une identité. Il s'avère que cette construction d'identité, il a deux axes. Un axe synchronique, non, c'est-à-dire un axe actuel, et un axe diachronique, donc la longue durée. Dans l'axe synchronique, on peut dire, la problématique pour tout bête, pour tout animal, pour tout être humain, c'est comment est-ce que je peux penser que je suis moi. C'est pas si évident que ça, hein. C'est pas si évident que ça parce que ça fait partie d'une grosse illusion. À la fois, c'est pas évident de dire moi égale à moi. Bon, c'est pas évident. Mais donc, à niveau synchronique, comment nous pouvons construire l'identité? Et à niveau diachronique, comment une espèce ou une culture peut rester égale à elle-même. Eh bien, une hypothèse que je pense un tout petit peu développer, c'est que notre espèce, l'espèce humaine, qui est une espèce biologique et culturelle, bien entendu, de façon insécable, c'est inséparable, et notre espèce, l'espèce humaine, se trouve face à un véritable problème majeur parce que l'axe synchronique, l'axe de maintenant, l'axe de actuellement vivant de l'espèce, est en train de prendre les dessus par rapport à l'axe diachronique. Vous voyez? C'est-à-dire que notre espèce, je répète culturellement et biologique, mais bon, notre espèce humaine, est en train de vivre une mutation majeure dans laquelle les actuellement vivants, pour dire comme ça, pour nommer comme ça l'axe synchronique, n'est-ce pas? Les actuellement vivants, par une série de transformations technologiques, culturelles, etc., par une série de mutations très profondes, notre espèce est beaucoup trop centrée sur l'identité et l'existence et la survivance des actuellement vivants qu'est dans l'axe diachronique. Alors, pour toute espèce, priorité un axe par rapport à l'autre est en danger. Vous voyez? Imaginez-vous une espèce qui tout à coup, par des mutations successives, dans notre cas, les mutations sont aussi des mutations dues à notre capacité technique. Mais il n'y a pas de quoi non plus faire un plat parce que chez les orang-outans qui utilisent ces outils, aussi, leur utilisation des techniques intervient dans la sélection de l'espèce et l'évolution de l'espèce. Donc, quand on dit évolution de l'espèce dans le sens des humains, il faut inclure là-dedans non pas une supposée passivité naturelle ou biologique, mais il faut introduire effectivement ce que l'humanité produit comme technique qui intervient dans cette évolution. Eh bien, imaginez-vous une espèce qui, en négligeant les actuellement vivants, c'est compréhensible ce que je veux dire, non? Les actuellement vivants, c'est-à-dire les êtres de l'espèce qui vivent aujourd'hui, non? Imaginez-vous une espèce qui, en négligeant par mutation et changement, n'est-ce pas, les actuellement vivants ne priorisent que les diachroniques.
bah, c'est une espèce qui se met en danger. Vous voyez, parce que si les actuellement vivants ne sont pas assez dotés pour survivre, eh bien, la transmission est en danger. Mais imaginez-vous, au contraire, et là on n'aurait pas imaginé parce que c'est nous, une espèce qui priorise à 100% l'actuellement vivant. Eh bien, est une espèce qui, ni plus ni moins, est en train de proposer quelque chose d'absolument fou, c'est-à-dire une dépense d'énergie, une dépense des moyens, une transformation de l'environnement, tout en fonction des actuellement vivants, en mettant bien entendu en danger la transmission diachronique. Alors ça, effectivement, il y a quelques temps, j'ai participé à un truc qui est un tout petit peu un péché mignon que je me permets, qui est un truc de pop philosophie, c'est les TEDx conférences. Alors c'était une TEDx conférence à l'Olympia, alors je suis allé, bien sûr, j'ai joué les saxophones, parce que je dis, bon, je ne vais quand même pas venir à l'Olympia pour parler. Mais avant moi, il y avait beaucoup de collègues, des chercheurs, biologistes, et celui juste avant moi, qui est quelqu'un qui travaille dans l'ADN, etc., bon, et a dit, comme ça en regardant la salle, en disant, parmi vous, il y en a plusieurs qui vont vivre 1000 ans. Alors, vous imaginez, les gens étaient d'abord ravis, après inquiets, parce qu'ils ne savaient pas s'il allait avoir une tombola à la fin, en disant qui va vivre 1000 ans. Mais dans tous les cas, tout le monde aurait été content de gagner la tombola. Eh bien, d'un point de vue du vivant, ça serait une catastrophe finale. Si vraiment, grâce au génie génétique, au clonage, vous savez, c'est tout un peu imaginaire tout ça, non? C'est-à-dire le clonage avec mon frère jumeau duquel je prends les organes, bon, c'est un truc, les cellules souches qui vont refaire les organes, les génies génétiques avec la nanotechnologie. Bon, c'est une sorte de soupe, comme ça, un peu dans la tête de tous les gens, malheureusement aussi dans la tête de pas mal de chercheurs, mais dans tous les cas, c'est vrai, et ça, c'est pas une soupe, que les possibles qui développent aujourd'hui, la puissance qui est en train de développer aujourd'hui, la technique, ouvre un champ des possibles très grand, dans le sens que les actuellement vivants restent là très longtemps. Très longtemps. Et ça, personne ne trouve rien à redire, vous voyez. Au contraire, les actuellement vivants, on peut rester là, on bouffe tout ce qu'il y a, et après on reste quand même. De temps en temps, pour se calmer toute petite angoisse existentielle, on dit on va coloniser les planètes. Oui, d'accord? Quand vous voyez l'énergie que ça coûte, de tout point de vue, énergie, sous, tout ça, de mettre un pauvre couillon en orbite pendant 60 jours, vous imaginez la survie d'une partie de l'humanité sur la Lune. Alors, c'est toujours la même logique, vous voyez, c'est-à-dire c'est une logique dans laquelle notre espèce et notre culture a pris une bifurcation un peu bizarre, qui est celle d'une revendication, d'une cassure de ces liens de transmission au nom de nous qui sommes là, nous on va vivre très très longtemps. Tout en sachant, sans vouloir le savoir, mais en le sachant quand même, qu'effectivement, ceci signifie deux choses. Dans l'avenir, la mise en cause de la survie, et dans le présent, l'inévitable développement de l'apartheid. Parce que 1000 ans, comme il l'a dit mon cher confrère démagogue, ce n'est pas pour tout le monde. Lui, il a dit pour faire les malins, il a dit certains parmi vous. Mais il n'a pas tort, il ne croit pas ce qu'il vient de dire. Ces promesses de tout est possible, il s'adresse à une toute petite partie qui va agir comme des hyper-prédateurs. Voilà. Alors ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Il vaut mieux que ça ne nous plaise pas, mais bon, quand même, c'est le même prix. C'est l'orientation actuelle de l'économie, de la technologie et de la recherche scientifique. Pourquoi la recherche scientifique? Eh bien parce que c'est la seule chose que si tu présentes un projet de recherche
qui va dans ce sens-là, tu obtiens des sous. Sinon, tu n'obtiens pas des sous. Si tu présentes un projet de recherche en disant la pérennité, étude sur la pérennité souhaitable et programmée de l'humain, eh ben, tu n'obtiens pas personne ne va te payer. Et en revanche, si tu dis peut-être à travers les cellules souches, mais alors là, PP va continuer, mais continuer toujours. Alors là, effectivement, pourquoi? Eh bien, parce que pas tous les PP, mais la partie des PP qui peuvent se payer les cellules souches magiques, ils payent. Vous comprenez? Donc il y a là un cercle vicieux qui fait que cette folie du présent éternel, du présent qui ne passe pas, il n'y a que l'immédiateté de l'aujourd'hui, cette folie est un monstre circulaire qui se mord la queue, cercle vicieux, dans lequel effectivement cette orientation s'impose. Alors cette orientation s'impose de plusieurs côtés. Des côtés technologiques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas passer au futur? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, comme c'était dit, les futurs apparaissent comme une abstraction et les passés comme une erreur? Eh bien, d'un point de vue technologique, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, c'est normal, on se rend pas, si on se rendait compte, on ne serait pas nous. Mais quand même, on commence un peu à envisager. Vous comprenez que les magnifiques mondes de la communication, comme on dit, comme ça c'est tout un seul mot maintenant, les magnifiques mondes de la communication, eh bien, opèrent une mutation d'un point de vue biologique quand même pas mal. Jusqu'il y a très très peu de temps, on était une espèce qui n'était pas en permanence connectée entre elles. Voilà, c'est-à-dire il fallait attendre, ne serait-ce que pour trouver une cabine téléphonique. Et mon grand-père, il ne cherchait pas une cabine téléphonique parce qu'il délire, non? Il n'y avait pas de cabine téléphonique, il n'y avait pas de téléphone. Donc en très peu de temps, notre espèce, elle a acquis, parmi d'autres, mais ne serait-ce que celle-ci, une mutation fondamentale qui est que notre espèce est la seule espèce qui est en permanence en communication, en créant ce qu'on pourrait appeler une sorte de monde imaginaire basé sur l'immédiat, la immédiateté, qui ne laisse aucune place, effectivement, à rien qui ne soit pas l'immédiateté, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni même dans la complexité des processus de pensée. C'est-à-dire que les fantastiques mondes de la communication permanente impliquent une mutation pour notre espèce qui donne une puissance énorme, qui fait qu'effectivement, tout à coup, quelqu'un qui est au fond du Sénégal, de l'Argentine, du Paraguay, arrête de cultiver du cacao d'un jour au lendemain parce qu'il a eu la nouvelle de qu'en Chine, ou peu importe où, il y a eu un couac et le cours de cacao a descendu. Sauf que tout le village, vous savez comment on dit, Pedro, on dit Pedro, il cultive le cacao. Voilà. Alors, tout le village où Pedro cultive le cacao, il n'y a pas que les cacao. Il y a les maisons, les gens qui vivent. Donc le cacao, jusque-là était ridiculement une culture. Une culture, ridiculement d'un point de vue économique, n'est-ce pas? Parce que d'un point de vue économique et de l'immédiateté, les cacao, c'est des sous qui montent, des sous qui baissent. Et s'ils baissent trop, il faut éradiquer la culture. Donc cette communication permanente fait que Pedro, connecté à Internet, soit abandonne la plantation de cacao, soit abandonne carrément son territoire. Mais au nom de quoi? Mais au nom d'une immédiateté virtualisante, abstraite, globalisante, qui déterritorialise la vie, au nom de quoi? De cette puissance incroyable de communication qui, bien entendu, plus ça communique, plus ça cache
les niveaux profonds de complexité des processus réels. C'est-à-dire que nous sommes dans le piège de croire que les progrès techniques, c'est toujours un plus, et on a beaucoup du mal à penser que dans la complexité organique d'une espèce et d'une culture, jamais il y a eu un plus sans un moins. Jamais. Donc, l'homme de la communication immédiate a oublié tout bêtement de se poser la question, dis donc, cette puissance immense, de quel côté je suis en train de la payer? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu incorporation organique. Notre espèce ne s'est pas donné le temps, et notre culture, je répète, quand je dis espèce biologique et culturelle, notre espèce se caractérise par ça. Notre espèce, notre culture n'a pas eu le temps de métaboliser organiquement, c'est-à-dire dans la synchronie et la diachronie. C'est pas que je suis en train de vous bénir, c'est la synchronie et la diachronie. Alors, il n'a pas eu le temps de métaboliser organiquement dans des axes complexes l'arrivée de cette puissance qui nous a piégés dans un présent permanent. Ceci va articuler avec pas mal d'autres éléments. Un élément anthropologique historique beaucoup plus connu, parce que l'autre, ce que je vous raconte là, vous pouvez toujours vous lever des bonheurs pour trouver des crédits pour que votre laboratoire travaille sur les effets de déterritorialisation de la communication. C'est-à-dire votre patron, parce que c'est pas vrai que j'ai jamais travaillé institutionnellement, je travaille effectivement dans des laboratoires qui existent dans des lieux concrets. Mais vous allez voir votre patron et vous dit « Salut Pépé, je vais travailler sur les effets disons, délétères des développements des moyens de communication. » Il dit « Bon, mais écoute, tu as une autre bonne idée pour faire couler notre labo ?» Vous voyez, personne ne veut travailler ces choses-là. En revanche, quelque chose qui était un peu plus travaillé, c'est l'idée de qu'effectivement notre société a beaucoup du mal à penser les futurs comme quelque chose qu'on expérimente. Non pas comme une abstraction, justement, comme c'était dit, mais comme quelque chose que j'expérimente. Notre pensée du futur comme quelque chose de l'avenir, comme quelque chose que j'expérimente dans notre culture, il s'est rétréci comme une peau de chagrin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos contemporains sont capables d'être affectés, c'est-à-dire non pas penser dans le sens abstrait, mais être affectés, dans le sens de Spinoza, et d'être affectés par un futur jusqu'à l'âge de nos enfants de 30 ans. À partir de 30 ans, si on n'est plus d'accord avec eux, ciao. Vous voyez, c'est-à-dire que les liens vers demain, les liens qui se projettent vers demain, dans notre culture, sont des liens qui sont devenus des synapses interrompues. Vous voyez, comme une synapse interrompue, c'est-à-dire que je n'ai pas de nouvelles qui me touchent d'une façon concrète au-delà des 30, 40 ans, mettons, pour des gens comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça que même, c'est pas que par rapport à l'enfant, c'est-à-dire cette rupture des synapses par rapport au futur, touche même les patrons de l'entreprise. C'est-à-dire que les petits bons patrons d'entreprise que tu exploitais à mourir, mais c'est pas grave, mais les mecs, il avait son entreprise que papy, papa, lui, vous voyez, il y avait cette idée de la production. La production. Je produis ça, la qualité de ce que j'ai produit, nous produisons ça, le patron paternaliste, vous voyez. Aujourd'hui, les mecs qui produisent perdent. Si tu as 3 sous, tu n'as qu'à spéculer. Parce que celui qui produit perd. Et c'est un problème dans les pays du tiers-monde comme l'Argentine, où on essaye de remettre sur les voies, sur les pattes l'économie. On a beaucoup du mal à faire produire. C'est pour ça qu'il n'y a que la soja transgénique, des choses comme ça d'urgence, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même cette incapacité d'expérimenter
le futur, dans le sens linéaire, d'un futur, demain après-demain, l'incapacité d'expérimenter le futur touche effectivement pas seulement papa, maman qui ne peuvent pas penser à l'arrière-petit-fils, mais touche, voilà, le monde de l'entreprise, parce que les patrons paternalistes qui pensent à la qualité, qui tiennent à son produit, etc., ces mecs-là, c'est pas qu'il n'existe pas, mais s'il existe, il est un loser. Parce qu'il va arriver son neveu, son fils, je ne sais pas quoi, qui arrive d'une école de commerce, il explique, mais c'est une très mauvaise idée de produire de bons produits. C'est une très mauvaise idée de produire de bons produits. Il faut que tu investisses dans quelque chose qui roule, qui circule, qui est en flux permanent, flux constant. Et une fois encore, nous voyons dans la famille, dans l'entreprise, dans la culture, cette piège du présent qui n'est pas du tout quelque chose de moral. L'autre élément anthropologique historique, bien entendu, est le fait que nous sommes, nous les Occidentaux, je m'inclus comme ça, voilà, nous sommes quand même les contemporains de la perte du mythe central, bien entendu, de notre culture, qui était les futures promesses. Hein, c'est-à-dire l'idée de que dans le futur, il allait y avoir la justice, la santé, les bonheurs, etc. C'est-à-dire nous sommes quand même les héritiers d'une culture qui a basé toute activité de la plus privée à la plus sociale, la plus profonde, a basé ça dans l'idée de que le futur était une promesse. Tout était ordonné, hegeliano, marxiste, kantien, Comte, tout ce que vous voulez, tout était organisé dans l'idée de que ce qui ordonnait le présent était le futur. C'est-à-dire si nous voulons, dans une petite phrase un peu slogan, dire comment s'ordonnent les pratiques et la subjectivité de la modernité, c'est le futur légitime et ordonne le présent. Notre société est celle qui effectivement a perdu cette promesse. Et pas seulement a perdu cette promesse, mais le futur, l'avenir est devenu son contraire, une menace. Bon, ça c'est un sujet qu'on parle beaucoup, mais il est important de tenir en compte, quand on parle de notre responsabilité par rapport aux générations futures, c'est que ce que nous nommons le futur, dans un sens linéaire de ce qui va arriver demain après-demain, pour nous, d'abord, évoque quelque chose qui est hors champ de la immédiateté technique, économique et culturelle de notre époque. Hors champ. Qui évoque quelque chose qui est chargé d'une déception et d'une menace. Déception parce que le futur, donc, plus personne ne croit qu'il va être rose, mais pire encore, menace parce que tout le monde est convaincu qu'il va être noir. Alors, quand nous parlons de la difficulté, de la responsabilité envers les générations futures, la pire chose à faire, et c'est ce que tu as dit en introduction, c'est de penser aux générations futures. Parce que la question de la responsabilité envers les générations futures est une question qui nous regarde, nous, avec nous. C'est-à-dire, dans quel piège nous sommes aujourd'hui, dans quel piège de ces présents permanents qui écrasent tout dispositif des processus complexes, individuels, sociaux, de recherche économique. Alors, pour moi, la question de la responsabilité envers des générations futures, ce n'est pas de la futurologie, ce n'est pas d'essayer d'imaginer patatim patatin, c'est d'avoir le courage de voir que notre culture, notre espèce, et du coup notre monde, est piégé dans un présent absolument permanent et saturé, dans lequel il n'y a que l'immédiat, et que cette immédiateté rend ipso facto abstraite et lointaine toute autre chose qui ne soit pas cet éternel immédiat. Or, sortir de l'éternel immédiat, comme c'était dit absolument à l'introduction, ça ne peut pas être quelque chose qu'on pourrait faire en imaginant des abstractions. Au contraire, moi je pense que la question des générations futures
est une question qu'il faut traiter d'un point de vue plus anthropologique, c'est-à-dire la fonction anthropologique du futur, on appelle ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi la fonction anthropologique du futur? Ça veut dire que pas toute culture a pensé ou conçoit les futurs de la même façon. Vous voyez, par exemple, dans les sociétés plutôt d'éternel retour, les sociétés tout autre que la modernité, les futurs est une prolongation du passé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pense le futur dans une identification au passé. C'est-à-dire qu'on doit rectifier le futur par rapport au passé. Bon, chaque société a une fonction, les concepts de futur, d'avenir, donc d'identité entre hier, aujourd'hui et demain. Chaque culture construit une fonction future différente. Nous sommes les orphelins de toute conception sérieuse de futur. Sérieuse dans le sens qui protège la vie. Vous comprenez? Si moi je suis dans une dynamique, pour le dire comme ça, pour aller vite, circulaire, n'est-ce pas? Dans laquelle le futur doit honorer le passé, et donc, etc. Ce sont des sociétés, absolument, contrairement à un homme d'État français, sont des sociétés qui sont dans l'histoire, sauf que c'est une histoire différente que l'histoire linéaire de l'Occident. Donc, si je suis dans une société d'une certaine circularité, j'ai une conception du futur. Donc, je n'ai pas à être responsable des générations futures. Mes actes même, organiquement, incorporent ce devenir. Si je suis dans la modernité, chose qu'on n'est plus, j'ai une conception du futur. Le futur, c'est ce qui ordonne mon présent et je dois tout faire au nom du futur. Et nous, ce que faute de mieux, on nomme par ces mots un peu bêtes des postmodernités, eh bien nous sommes une culture d'un terrible entre-deux, espérons que ce soit entre-deux, non que les deux va arriver, qui a perdu toute conception concrète, ça veut dire que je suis touché par ça, que ce n'est pas une abstraction. Notre culture est une culture qui a perdu, pour les raisons que j'ai expliquées d'une façon un peu rapide, a perdu toute possibilité d'être affectée concrètement par ce qui va venir après nous. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui va venir après nous, pour la modernité, c'est une chose, pour le totémisme, c'est une autre, pour l'animisme, c'est une autre, vous voyez? C'est-à-dire que pour l'analogisme, c'est un autre. C'est-à-dire pour chaque grand corps anthropologique, pour dire comme ça, ce qui va venir est incorporé ici et maintenant. Vous comprenez, le futur est une pratique ici et maintenant pour chaque culture. Comme il dit Saint Augustin, le présent, il a trois dimensions. La dimension du passé qui structure ce qui existe, la dimension du futur, que ce sont les ouvertures, les virtualités ici existantes, et la dimension du présent où on agit. Donc il n'y a pas autre futur que le futur présent. Notre culture, en crise, a perdu cet élément-là au présent. Nous n'avons pas perdu la possibilité de nous projeter. Nous avons perdu ce que, dans le présent, nous permet de nous réarticuler d'une façon organique notre synchronie, les désirs que chaque fourmi a dès qu'on ne l'écrase pas, avec la diachronie, qui est que quand même ce qui compte, c'est la fourmilière. Et nous, aujourd'hui, comme elle dit Madame Thatcher, la société n'existe pas. Il n'y a que des individus. Des individus associés rationnellement entre eux. Si effectivement nous ne sommes plus capables de concevoir les liens autrement comme des liens optionnels, rationnels, utilitaristes, effectivement, si nous ne sommes plus capables de nous échapper de cet archinominalisme de que tout ce qui existe c'est l'individu comme réalité dernière, eh bien notre société elle est menacée par ce qui arrive quand on perd toute dimension du futur passé, parce que c'est un synonyme, c'est-à-dire la barbarie. La barbarie veut dire la seule chose qui nous importe, c'est de jouir dans l'immédiat.
et que personne ne se trompe, parce que dans certains îlots de l'Occident, nous sommes très polis entre nous, et on dit bonjour à la dame. Mais que quelque chose commence à manquer, que les crises arrivent, que l'apartheid se développe, et vous verrez comment ce que Freud appelle le petit vernis des civilisations saute en l'air, parce qu'une culture qui est dissociée du passé et du futur est une culture qui vraiment est un grand danger d'une violence et d'une barbarie. Bon, sur cette parole si optimiste, bon, on va passer au débat si vous le voulez bien. Merci beaucoup pour votre attention. Archi-optimiste, est-ce que vous avez des réactions plus optimistes que ça ou encore plus pessimistes? Sans être trop optimiste, on dit trop pessimiste, hein, d'ailleurs. Je dirais que nous avons une difficulté, c'est là que le problème a été posé, à appréhender l'avenir, enfin le futur, hein, et ce futur, on a d'autant plus de difficultés à l'appréhender qu'on vit dans une société de technologie exponentielle, de progrès exponentiel de technologie, que d'une année sur l'autre, il nous faut réapprendre comment se servir de nos matériels, et qu'on a déjà du mal à imaginer les matériels qu'on va changer, qu'on aura d'ici 5 ou 10 ans, et s'il nous faut appréhender ce que ce sera dans 50 ans, ça nous bloque totalement. Parce que si on regarde les 50 dernières années, qu'est-ce qui a changé sur toute la société? Ce sont les matériels, la télévision, les téléphones portables, et tous ces matériels, le GPS, et j'en passe et des meilleurs. Alors, je suis peut-être un naïf, hein, mais je ne peux pas, comment dirais-je, me contenter de dire l'avenir c'est ce qui va arriver, comme disait Bachar. Hein. Donc pour moi c'est ce que nous allons en faire, c'est ce que nous allons faire. Et je suis peut-être naïf effectivement, moi je pense que je me sens responsable vis-à-vis des générations futures. J'ai ce sentiment, j'aime bien cette expression, sentiment océanique, hein, un sentiment d'appartenance à quelque chose. J'appartiens à un tout. Hein, comme vous avez dit, c'est le présent permanent. Voilà, ce sentiment est un présent permanent. Donc j'appartiens à un tout, je ne peux pas me contenter de l'individualisme dont vous parlez, de vivre ce jour sans plus. Non, non, je fais partie, nous faisons partie des générations futures. Voilà, j'en prendrai la parole plus tard. Par rapport à ça, je voulais juste dire un mot par rapport à la technique, parce que c'est vrai que ce sont des pistes que j'évoque simplement de façon rapide. Il existe une énorme, parce que c'est optimiste ce que je dis, dans la mesure qu'on soit capable d'agir et résister à cette vague-là, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'optimisme ou pessimisme passif. Soit on agit, soit on n'agit pas, vous comprenez? Et je me souviens, pendant longtemps, quand le Front National montait de façon visible, maintenant il monte, mais tout le monde s'en fout. On me demandait, moi, comme je venais d'une dictature fasciste, je ne sais pas quoi, on me demandait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Front National pourrait un jour gouverner la France? Je disais, et dans la mesure que tu te poses la question passivement, c'est sûr. Donc les pessimismes et optimismes sont des positions de passivité. La réalité, c'est comment on peut agir. Or, agir où? Le problème, c'est que nous sommes beaucoup trop comme ça, je ne sais pas, des êtres archi-passifs, gavés des trucs qu'on nous donne et qu'on reçoit passivement. Alors parlons un tout petit peu de ces merveilleux mondes de la technique. Le problème, c'est que la technique, ce n'est pas quelque chose qu'un homme toujours égal à lui-même peut posséder. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas que l'homme de la préhistoire, c'est le même que nous, simplement que nous avons plus de techniques. La technique modifie, dans une sélection réelle et complexe, l'espèce. Toutes les espèces, d'ailleurs par ricochet, mais les autres espèces. C'est-à-dire que plus nous sommes dans des comportements articulés à des techniques, plus la technique nous modifie, comme nous modifions la technique, mais il n'y a pas un homme pur à côté de la technique. Donc, effectivement, ceci veut dire quoi? Le problème, c'est que la technique n'a pas d'histoire.
La technique, elle a simplement un passé de défaillance, quand encore n'était pas ça. Vous voyez? Les IBM 24, ce n'est pas le fils en transmission de l'IBM 23, vous comprenez? Les 24, c'est la nouvelle vérité. C'est comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que la technique, elle est toujours synchronique. Vous voyez, c'est-à-dire que le passé, si par exemple, moi je me balade avec une montre là, voilà, qui a 110 ans. Alors tout le monde dit c'est rigolo, moi aussi je dis c'est rigolo, d'autant plus qu'elle retarde, je vois. Mais c'est juste parce que c'est rigolo. Mais la technique ne reconnaît absolument pas des rapports d'intégration organique entre son passé et son futur. Vous comprenez, la technique, c'est juste les améliorations nouvelles qui apportent de nouveaux possibles. Or, la culture ne peut pas vivre dans cette immédiateté des nouveaux possibles apportés. Parce que dans la culture, ce n'est pas une question simplement de nouveaux possibles, c'est une question de est-ce que nous devons nous servir de ces nouveaux possibles? Où nous amènent ces nouveaux possibles? Ces nouveaux possibles sont désirables, vous comprenez? C'est-à-dire que la culture est un questionnement complexe dans lequel tout nouveau possible n'est pas du tout en soi positif. Or, nous sommes à chaque fois plus colonisés par une technique irréfléchie. Je ne suis pas du tout technophobe, je le dis clairement. Simplement, je pense que nous sommes colonisés par une technique irréfléchie qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on pense que plus, c'est mieux. Plus d'options dans les portables, plus de sous, plus... La culture ne peut pas fonctionner comme ça. La culture ne peut pas fonctionner comme ça parce que tout principe organique est un principe de perte permanente pour sauver l'identité. Vous comprenez? C'est carrément ça. C'est-à-dire que le maintien de l'identité d'une espèce ou d'un organisme se base dans la possibilité d'une perte permanente comme condition de maintien de l'identité. Pour un organisme, pour une espèce, arrêter de perdre, ça s'appelle comment? La mort. Or, ça veut dire qu'effectivement, les phénomènes de la vie, les phénomènes humains et les phénomènes de la culture sont des phénomènes qui se basent sur des failles et des failles concrètes qui ne peuvent pas être comblées, ces failles-là. La technique fonctionne avec défaillance et efficacité. Et si vous avez par exemple une fiancée qui a tel défaut, et bien son défaut certainement va être la base de son charme. Si vous avez un ordinateur qui a tel défaut, ben ça va être la base de qu'il va aller à la poubelle. Bien, le problème c'est que maintenant on a tendance à jeter la fiancée à la poubelle. Vous comprenez? Parce qu'il y a une colonisation de la vision technique modulaire qui nous empêche de concevoir la perte et la faille comme structurellement fondantes. Et la technique est devenue un foyer des valeurs, des normativités. Tout ce que la technique rend possible devient à très court terme obligatoire. Tout ce que la technique rend possible devient obligatoire, sans qu'il y ait à aucun moment la possibilité complexe, de longue durée, organique, d'une métabolisation. Vous voyez, c'est-à-dire que quand apparaît un nouveau possible technique, pensez à n'importe quel nouveau possible, le portable, l'email, peu importe, pensez à tous les nouveaux possibles qui apparaissent comme ça. Vous verrez que tous les nouveaux possibles, à court terme, c'est possible, donc personne n'est obligé. Mais vous verrez que dans des pratiques et dans des circuits normalisés, petit à petit, ça devient obligatoire. Vous voyez, c'est-à-dire que allez louer une bagnole si vous n'avez pas de téléphone portable. Dans certaines compagnies, c'est plus possible. Vous voyez, ou aller n'importe où sans avoir une carte de crédit. Vous voyez. Bon, là, je parle des techniques quotidiennes. Mais vous voyez, c'est-à-dire que la technique est en train de devenir, par développement des possibles, le foyer de normativité. Je ne suis pas technophobe, simplement le problème,
c'est que la culture et la vie n'ont pas le temps d'élaborer, de métaboliser de façon complexe, donc de sélectionner, hein, c'est ça que je veux dire, hein, sélectionner dans ces nouveaux possibles les possibles délétères. Nous n'avons pas le temps, ni biologiquement, ni culturellement, de sélectionner. Alors là, il ne faut pas voir des trucs très abstraits dans ce que je vous dis. Hein. Il faut vous dire simplement, tiens, j'ai la possibilité d'avoir les iPod Papux, qui vous offrent 45 possibilités. Eh bien, je n'ai pas la possibilité, par la sollicitation sociale, de dire, de ces 45 possibilités, à moi, la seule qui m'intéresse, c'est une. On fait ça, les vieux, on fait ça. Et les jeunes disent, ah, tu sais que Pépé n'utilise pas la fonction clic-clous. Et tout le monde rigole parce que Pépé n'utilise pas la fonction clic-clous. Eh bien, on a de moins en moins la capacité de sélectionner parmi ces possibles que la technique développe quelle fonction s'intègre organiquement à ma vie. Permettez-moi de vous remercier pour cet exposé bien clair et c'est vraiment un ballon d'oxygène, en tout cas pour moi personnellement. Maintenant, au-delà de la technologie et de la technicité qui nous domine totalement, je pense qu'il y a aussi un problème d'organisation qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser, à orienter autrement cette technique et cet état d'avancée de la technologie. Je vous donne un exemple très simple et que pour moi, ça serait un moyen peut-être de s'en sortir. Ça serait tout simplement d'aller vers plus d'RTT, plus de temps libre. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens du matin au soir, ils sont en train de courir derrière le temps, ils n'arrivent pas à trouver ce temps-là, ils ne peuvent rien faire autre que leur travail. D'ailleurs, entre le travail, la maison et les tâches en tant que parents, on a du mal à assurer tout ça. Or, l'avancée technologique permet aujourd'hui de travailler à mi-temps et de produire autant pour cette humanité pour qu'elle se nourrisse bien. Donc là, il y a un problème de partage de profit. Il y a un problème d'organisation autrement. Moi, j'imagine bien une société, j'espère que l'humanité en arrivera, là, une société où les gens travaillent à mi-temps. Et dans ces conditions-là, ils vont avoir énormément de temps pour réfléchir. Énormément, j'en sais rien, mais en tout cas, ils vont avoir du temps pour réfléchir sur leur existence, sur le futur, faire des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, avec l'état des choses, l'organisation telle qu'elle est, même si on veut, même qu'on est conscient, il est extrêmement difficile pour les gens de prendre même des petites initiatives. Donc, ça renvoie à un problème d'organisation et de liens sociaux entre les gens qu'il faut concevoir autrement. Merci. Non. Merci beaucoup pour votre conférence, ça a été très clair. J'approuve ce propos. Moi, j'aimerais vous poser une question parce que j'ai l'impression que lorsque vous parlez de la technique et de la technologie et que vous traitez de cette technologie en rapport avec notre culture, vous faites de la technique une fin, alors que j'aimerais la considérer comme un moyen et comme quelque chose qu'on pourrait utiliser pour faire quelque chose. Et alors moi, vous n'êtes peut-être pas technophobe, moi je suis technophile, vraiment, et je pense que la technique est un moyen de diffuser différentes cultures. Il y a 50 ans, il serait impensable de découvrir comme ça de la musique argentine si on était en France ou de connaître spécifiquement la culture coréenne. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à Internet, grâce à des outils, et ça reste un moyen. Ça reste un moyen de faire quelque chose, et je pense que ça peut nous faire avancer sur ce qu'on pourrait laisser aux générations futures. Si on pense la technique non pas comme un absolu en soi, quelque chose qui nous mettrait dans une crise, mais justement comme un moyen de progresser, je pense qu'on a tout à y gagner. On a tout à y gagner à composer avec cette technologie et à en faire un bon usage. Bien sûr, être constamment sur ses mails, être constamment connecté avec un monde du travail. Peut-être que ça, c'est pas une bonne chose à faire, mais l'utiliser comme un moyen pour parvenir à des
fins plus hautes et à diffuser une culture, à partager un rapport au temps entre diachronie et synchronie. La technologie peut nous permettre de faire ça. Oui, je vais te répondre parce que c'est une question très légitime et importante. Moi, je crois que la technique comme la macroéconomie, oui, historiquement, définit des buts qui sont des buts propres. Tu vois, comme dirait Michel Foucault, des stratégies sans stratèges. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a émergence des niveaux d'organisation qui s'autonomisent et qui ne sont ni pour ni contre l'homme. Ils gagnent une autonomie. C'est à la culture, comme défi, de coloniser ces dimensions-là. Mais ces dimensions-là se sont autonomisées. Tu vois, par exemple, la macroéconomie, elle n'est ni pour ni contre l'homme. En ce moment, elle est en train de détruire la vie. Mais ce n'est pas parce qu'elle déteste l'homme, c'est simplement parce que ce sont des stratégies sans stratège. Bon. Donc, il existe ça. Il existe des dimensions comme ça. Ces dimensions-là, existantes, je ne suis pas technophobe dans le sens que je ne dis pas il ne faudrait pas qu'il existe. La question, c'est comment la culture, pour dire comme ça, et la vie, peuvent recoloniser ces lieux-là. Alors, je vais vous donner une réponse. Bon, donc, premier point, si ils sont une fin en elles-mêmes, malheureusement, ils se sont autonomisés, ils prennent des communautés, mais très concrètement par rapport à la colonisation, puisque tu dis, je comprends tes propos en disant, mais si on colonise ces dimensions-là, tu vois, c'est comme si on dit, l'économie, si on arrive à coloniser des micro-secteurs de l'économie, ça serait mieux, parce que ça voudrait dire que l'économie serait à nouveau au service de la vie. Aujourd'hui, elle est au service elle suit sa propre voie. Bon, c'est compréhensible, ce sont des stratégies sans stratège. Bon, très bien. Alors, la recolonisation, tu as tout à fait raison, mais je vais te répondre, elle a dit que j'ai plusieurs casquettes, mais c'est vrai, tu vois, c'est l'avantage de vieillir bien. J'ai travaillé pendant 30 ans en pédopsychiatrie. Non, bon. Alors, ce que je peux te dire comme expérience par rapport à la technique, c'est quand tu es face à quelqu'un qui possède, c'est ce qu'on pourrait appeler un endosquelette, tu vois, un désir endosquelette, qui n'est pas donc cet homme de la postmodernité tout à fait flexible, tout à fait modifiable à merci, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui a un endosquelette, artistique, philosophique, peu importe, tu vois, tu as quelque chose qui t'oriente, tu vois. Effectivement, tu colonises la technique. Effectivement, tu utilises la technique pour ça. Mais le problème, c'est un problème épocal. Notre époque est une époque qui est en train de vider l'homme. C'est la construction de l'homme sans qualité, comme dirait Musil, tu vois. Donc, pour la immense majorité des gens qui, dans l'affolement permanent de la survie et de l'immédiat, on les vide de toute profondeur. Ça, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'on les vide de toute profondeur et on les met dans l'immédiateté. Pour l'immense quantité de nos contemporains, la technique devient l'exosquelette, la technique et l'économie, il faut le mettre ensemble. La technique et l'économie deviennent l'exosquelette qui modèle leur vie, tu vois. Donc, si nous nous plaçons en tant que l'homme de la modernité, tu vois, l'homme avec des jardins intérieurs, avec des désirs, toute technique, effectivement, a vocation d'être colonisée pour suivre ses fins. Mais dans un monde dans lequel on est en train de vider la profondeur de l'homme, c'est la production de l'homme postmoderne, c'est ça, l'homme postmoderne est l'homme Facebook, l'homme de surface totale, l'homme produit qui se vend tous bon. Donc effectivement, c'est en danger la technique, non pas parce que la technique soit en danger, mais parce que dans notre époque, la puissance technique et les vidages, la flexibilité, etc., fait que la technique arrive sur des gens qui n'ont pas le temps de développer ce qu'on pourrait appeler un endosquelette. Tu vois? Alors, moi, je vois que, c'est pour ça que je ne suis absolument pas technophobe. Moi, ce que je me dis, c'est que la résistance, ce n'est pas une résistance contre la technique. Il faut créer les lieux, les pratiques qui permettent que des hommes, des femmes et la vie développent son endosquelette. Développer son endosquelette, ça signifie avoir un rapport organique avec le passé, l'avenir, notre écosystème, notre culture, n'est-ce pas? On n'a pas le temps, c'est-à-dire il faut voir quand même que les gens sont affolés par l'immédiateté de la survie et de la menace et des désirs frelatés. Donc effectivement, dans ces mondes-là,
la technique n'est pas en danger, ce qui est en danger, c'est le manque de structuration sociale. Non? Alors voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est une résistance, ça. Pourquoi s'en plaindre et pourquoi pas justement proposer des systèmes différents? Ah non, non. Aujourd'hui, vous dites qu'on est dans un manque de temps. Il y a 60 personnes qui viennent prendre le temps de participer à un débat. Absolument. Il y a des initiatives tous les jours comme ça. Absolument. Initiatives, mais tous les jours, il y a des gens qui prennent leur temps. Non, non, mais là, t'en fais pas, parce que moi, je ne fais pas que me plaindre du tout, tu vois. Pour moi, la plainte, c'est une passion triste, tu vois. Moi, je pense, au contraire, ma préoccupation centrale, 99% de ma préoccupation, est au contraire, quelles sont les conditions concrètes de production de lieux dans lesquels cette production des structures, de ce que j'appelais dans une image endosquelette, tu vois, c'est-à-dire que les gens ne soient pas comme ça, comme une feuille dans la tempête, non? 99% de mon temps, y compris en tant que chercheur en biologie, ça serait un peu compliqué d'expliquer ça, mais bon, enfin, 99% de mon temps, la question c'est qu'est-ce qui est structure, qu'est-ce qui fonde, et qu'est-ce qu'il faut développer, ce qui fonde. Et donc, ce sont des expériences des laboratoires sociaux, des expériences pratiques, théoriques, tu vois, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire il ne faut pas voir l'horreur arriver et se plaindre parce que là-dedans, il y a une grosse jouissance. Tu vois, qui se plaint jouit. Tu vois? Donc la résistance est beaucoup plus compliquée et il y a beaucoup moins de jouissance là-dedans. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que pour un jeune comme toi, bah, effectivement, les gens de ma génération, tout ce qu'on a, c'est à être alliés dans le sens de non pas dire la technique est une merde du tout, mais de dire comment nous pouvons recoloniser la technique. Pour recoloniser la technique, il faut développer des foyers de résistance. Et vous serez d'accord sur un problème de structuration sociale? Ce serait alors un problème de structuration sociale. Oui, mais le problème de la restructuration sociale, c'est que si nous, par exemple, donnons... Moi, je suis d'accord pour que les gens travaillent le moins possible. Je pense qu'il faut travailler le moins possible, qu'il ne faut pas perdre sa vie à la gagner, et que, voilà, je pense, voilà. Mais le problème, c'est que si dans une culture comme la nôtre, tout à coup, on passait d'être esclave de la machine à être aliéné au loisir, et je ne vois pas trop... si, il y a un avantage parce que c'est mieux que les gens se fassent exploiter un peu moins, mais je crois quand même que la structuration du temps de travail et temps libre n'est pas une garantie. C'est-à-dire, bien entendu qu'il faut que les gens se fassent exploiter le moins possible. Mais... C'est pas une garantie, d'accord. C'est pas du tout pour avoir du loisir, pour avoir le temps, pour faire autre chose, pour se prendre en charge et orienter cette société. Non, 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 je comprends. Non, non, le seul danger, c'est que si les gens ont des temps libres et comme est en train de se passer, les économistes ou les gens, je sais pas, qui sont dessous, les banquiers, je sais pas, comprennent que dans les temps libres, il y a des sous à se faire. Alors le danger, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir du temps libre. Il faut quand même que ce temps libre ne soit pas colonisé par des activités déjà piégées, quoi. Bon, merci. J'ai aussi une question qui est liée à votre discours aujourd'hui. C'est aussi, quand je lis vos bouquins, j'ai toujours cette question derrière. C'est le moment, alors. Pardon? C'est le moment de la poser, alors. Et en fait, je ne suis pas française, c'est toujours aussi... Moi non plus. Les vocabulaires sont difficiles pour moi, mais en tout cas, j'essaye de comprendre. Vous parlez d'un futur qui n'est pas abstrait maintenant. Et j'ai toujours cette question, est-ce que vous avez une définition pour bonne évolution ou mauvaise évolution? Est-ce que ça existe? Sinon, l'évolution, on peut accepter n'importe quelle évolution. Et si je comprends bien, sinon vous me dites, évolution dans le sens de... On n'a pas ces aspects moraux, Oui. mais dans l'aspect biologie, est-ce Ouais. qu'on a bonne et mauvaise dans le niveau de... Alors, bon, dans un sens général, très général, il n'y a ni bonne ni mauvaise évolution. C'est-à-dire, si nous, on est trop couillons, et la seule chose qu'il y a d'ici à 1000 ans, c'est des cafards et des fourmis,
pour les cafards et les fourmis, ça serait une bonne évolution. Non? Donc l'évolution n'a pas d'essence ni de valorisation morale. Et effectivement, l'homme n'est pas au-dessus d'une pyramide évolutionnaire, l'homme est un avatar intriqué dans toute une évolution d'ensemble. Alors, on ne peut pas parler de l'évolution dans un sens extra-vie. Alors, l'évolution, alors, à quoi nous pouvons nommer, nous, avec toutes nos restrictions d'être une espèce, une culture, une bonne évolution? Je pense que ce qu'on pourrait appeler une évolution suffisamment bonne est celle qui considère que Paris, sans aucune considération métaphysique, parce qu'il faut faire gaffe aux considérations métaphysiques dans ces trucs-là. Alors, sans aucune considération métaphysique, effectivement, nous pouvons dire que le Paris, par une évolution complexe, diversifiée, donc costaud, parce que la complexité, tout système complexe est un système costaud, hein, et ça serait, de notre point de vue, une plus ou moins bonne évolution. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tout ce qui va vers une complexité, diversité qui protège la vie, hein, la complexité comme principe d'évolution protège la vie, n'est-ce pas? Alors, on peut penser qu'effectivement, tout ce qui va dans ce sens-là d'une évolution organique, complexe, diversifiée, serait une évolution plus positive qu'une évolution uniformante, unidimensionnalisante. On le voit dans les débats sur les OGM, par exemple. La sélection artificielle, voilà, la sélection artificielle d'un allèle, d'une espèce, non, d'une branche dans une espèce simplement, c'est-à-dire d'un type de maïs, parce qu'il résiste Monsanto, parce qu'il résiste le... Ça met en danger cette espèce-là, pourquoi? Parce que les jours où le prédateur de cette branche unique apparaît, cette espèce disparaît. Non? Donc c'est vrai que ce qu'on peut considérer d'un point de vue un peu comme ça, flou, une bonne évolution, c'est une évolution organique en diversité et non pas unilinéaire. Je ne sais pas si je réponds ou pas. Oui. Bah, en tout cas, les sens ne sont pas abstraits, il faut vraiment comprendre leur méditation. Bah, c'est très concrètement, par exemple, si nous, au nom de ce qui est efficace, de ce qui est productif, de ce qui sont toutes des considérations métaphysiques, parce que c'est-à-dire, si moi j'écrase tout le nord-est de l'Argentine et la moitié de la Bolivie pour extraire de l'uranium, parce que l'uranium coûte cher, là c'est une unidimensionnalisation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toute une diversité multiple qui n'a pas un sens polarisé, voilà, tout ce qui polarise l'évolution est négatif. Alors, vous voyez, c'est quoi le nord-ouest de l'Argentine et une partie de la Bolivie? C'est-à-dire c'est un million de mondes intriqués. Si ces millions de mondes intriqués deviennent simplement le lieu où je vais extraire l'uranium, donc j'ai détruit les montagnes, j'ai détruit la biodiversité, je déporte les populations. Cette polarisation-là, au-delà de toute politique, de toute idéologie, est une très mauvaise évolution parce qu'effectivement, c'est le pari d'une voie unique qui met en danger. Pourquoi? Parce que la nature, la vie a connu une loi, une seule loi a connu la vie de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Bon, je parle en étant dans la minorité darwiniste et non pas créationniste. Dans tous les cas, d'un point de vue darwiniste, il y a eu une seule loi, la dépense. 99 d'espèces existantes ont disparu, 99% des cellules disparaissent pour qu'une espèce existe et pour qu'un organisme existe. Donc tout ce qui soit polarisé, bon, alors, notre monde est un monde qui n'arrête pas de faire des voies d'excellence, comme disait un ancien ministre de la Culture, une voie d'excellence. Voilà, mettons les voies d'excellence pour dire des trucs très concrets. Imaginez-vous qu'on choisit une voie d'excellence dans le théâtre. Or, le théâtre, de quoi il existe? Il existe d'une multiplicité de n'importe quoi, de tirs au flanc, qui font n'importe quoi, d'une multiplicité de gens qui travaillent en faisant du théâtre en grec ancien, qu'il y a sa maman et sa belle-mère qui vont le voir, et de tous ces soubassements très larges et très contradictoires, émergent des choses magnifiques. Mais la chose magnifique ne peut émerger
qui est d'un soubassement très profond, très large, très contradictoire, dans lequel on ne peut jamais choisir la voie d'excellence. C'est-à-dire, le ministre de l'Enculture qui a parlé des voies d'excellence, c'est une honte, parce qu'il n'y a pas de voie d'excellence. Il y a des larges soubassements contradictoires qui sont absolument nécessaires pour que de temps en temps émergent des choses. Merci. Oui, merci pour votre causerie. La question que je me pose, c'est comment peut-on penser avoir soi-même une vie heureuse en pensant aux générations futures? Parce que, évidemment, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, penser à 50 ans, d'abord, on ne peut pas. Et puis, il faut être responsable, mais en même temps, on est grave. Moi, je suis de la génération qui s'est révoltée en 1968. Entre mes parents et moi, il y avait 2 générations de différence, donc une rupture. Et si par l'exemple, c'est-à-dire en pensant à soi-même, moi, mes parents voulaient me transmettre des valeurs dont je ne voulais pas, parce que j'estimais que leur vie n'était pas épanouissante. Bon, et c'est précisément en transmettant des valeurs que les parents vivent eux-mêmes que la transmission se fait et qu'il n'y a pas de rupture. Je ne suis pas technophobe, j'utilise Internet. Bon. Et il y a des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, à propos des prix littéraires. On parle beaucoup de littérature et j'ai appris qu'il y avait des blogs où il y avait de très bons critiques de livres qui n'étaient pas les best-sellers de demain. Et je me suis aperçue depuis quelque temps que les gens se remettent à lire dans le métro. Alors qu'avant, on ne voyait que des... Bon, donc, il y a peut-être des choses à faire. Donc, quand on prend un train, moi j'aimais bien les vieux trains, on parlait ensemble. Quand on prend un TGV, personne ne regarde le paysage pour se replonger un peu en soi-même. Tout le monde est devant un écran. Bon, dans les cafés, s'il n'y a pas de musique et s'il n'y a pas de... donc les gens ne peuvent plus parler. Donc il faudrait réagir un peu contre ça. Il y a des choses à faire sans être... Mais moi je suis pour la transmission par l'exemple et qui se fait progressivement et tout naturellement et d'une façon épanouissante et sans rupture et en corrélation bien sûr avec le monde qui nous entoure. Voilà. Non, mais bon, c'est un commentaire, c'est pas une question. La question peut-être c'était comment on peut être affecté par les générations futures, c'était ça la question au départ. Être affecté, mais sans se sacrifier soi-même. Oui, oui, mais non, je comprends. Bon, les générations futures, la transmission se ferait de soi-même. Avoir une vie bonne, comme diraient les anciens, ça paraît un peu ringard, mais c'est quand même. Oui, le problème c'est que à ce qu'on appelle une vie bonne, si la vie bonne elle est piégée dans le après moi le déluge, que c'est ça l'immédiateté, après moi le déluge. Alors, il y a un problème, effectivement, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la pédopsychiatrie, il y a un problème des liens, par exemple, entre générations, parents-enfants. C'est que, comme notre culture a beaucoup du mal à être affectée par quelque chose qui ne soit pas soi, et surtout quand on ne sera plus là, non? On a du mal à être affecté comme on serait affecté. Voilà. C'est-à-dire que je me brûle, personne n'a besoin de me dire ça te fait mal, retire la main. J'ai des synapses qui m'informent. J'ai des synapses qui sont coupées envers le futur, pour dire comme ça. Bon. Alors, aujourd'hui, en pédopsychiatrie, ce qu'on se rend compte, c'est que l'investissement, la façon d'investir les parents, les enfants, est une façon narcissique contractuelle. C'est un problème en pédopsychiatrie aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les parents, ils ont beaucoup du mal à investir l'enfant comme autre chose qu'une prolongation narcissique. Et si la prolongation narcissique ne te renvoie un bon miroir, ben ils ont du mal à maintenir les liens. C'est un vrai problème. C'est un problème en pédopsychiatrie, c'est un problème en éducation. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté actuelle pour que l'investissement de liens parents-enfants ne soit pas un lien
des prolongations narcissiques dans lesquelles l'autre doit me satisfaire, et s'il ne me satisfait pas, je ne te connais plus. Bon, très bien. Alors, comment on peut sortir de ça? Bah, effectivement, d'une façon un peu bête, parce que ça fait bête de dire ça, mais c'est la vérité de mon point de vue, on ne peut pas s'en sortir sans un peu de sagesse. Et la sagesse dit que ma mort n'est pas la pire catastrophe du monde. C'est-à-dire que le problème, c'est de pouvoir arriver à expérimenter, non pas à penser, blabla, tout ça c'est abstrait, mais comment est-ce que nous pouvons arriver à redevenir une culture? Redevenir une culture signifie que les individus qui composent cette culture actuellement ne pensent pas que la pire catastrophe du monde, c'est que je meurs. C'est rendre compte qu'effectivement, oui, ça peut être plus ou moins désagréable de mourir. Non, parce que ça varie, hein, c'est plus ou moins désagréable. Hein, mais que ma mort ne tue pas tout. Et je ne parle pas d'esprit là. Hein. Ma mort ne tue pas tout. C'est-à-dire que il y a mes enfants, il y a ce que j'ai produit, il y a ce que j'ai influencé, il y a le monde. C'est-à-dire qu'expérimenter les liens qui disent après moi les déluges, c'est pas vrai. Sinon, c'est la pièce de Ionesco, vous savez, les rois se meurent. Les mecs, il est roi, alors donc c'est lui qui a tout le pouvoir. Et alors, qu'est-ce que vient la mort l'emmerder? Lui, le roi, alors il dit je ne meurs pas. Eh bien, aujourd'hui, on est tous comme les rois ridicules décrits par Ionesco. Vous voyez? Non, qu'est-ce que. Et alors, c'est quand même très grave, très très grave pour une culture. Dès qu'effectivement, comme il a dit Mme Thatcher dans un cynisme total, la société n'existe pas, il n'existe que des individus. Si effectivement il n'existe que des individus, imaginez-vous une fourmilière dans laquelle chaque fourmi est comme seul objectif sa propre survie. Eh bien la fourmilière disparaît. Parce que chaque fourmi, en étant incapable d'obéir à des comportements, des liens, en cherchant à se sauver toute seule, ils seraient tous perdus. Nous sommes là. Alors, nous sommes là aujourd'hui, dans la modernité fondée dans toute la tragédie de la modernité. Au contraire, c'est-à-dire, il y avait cette dimension de je meurs, non pas je me sacrifie pour les générations futures. Sinon, effectivement, c'est-à-dire, je ne pensais pas, je n'expérimentais pas, pour le dire concrètement, je n'expérimentais pas qu'après moi les déluges. Et il ne faut pas être aveugle par notre petite culture en crise. Il faut comprendre que, loin d'être la norme, une culture dans laquelle les gens se vivent comme des individus, auxquels la pire chose qui peut leur arriver, c'est la mort individuelle, c'est absolument anthropologiquement une anomalie. C'est une anomalie. Pas seulement, ce n'est pas la norme. Vous voyez, tout le monde dit, mais c'est normal, personne ne veut mourir, tout le monde considère que la mort, c'est la pire chose qui peut arriver. Non. Anthropologiquement, historiquement, c'est une anomie, c'est une vraie anomie, due à une crise de culture majeure, que tout à coup, les individus qui composent une culture considèrent que la pire chose qui peut arriver, c'est que je meurs. Je ou ma prolongation narcissique. Vous voyez? Que j'inclus dans mon moi, je l'inclus dans mon moi sous condition qu'il reste sage. Alors, effectivement, il y a là un minimum de sagesse qui est de dire un peu en lâcher prise, quoi. Si votre corps arrête un instant de faire mourir en permanence des cellules, vous mourrez en 48 heures maximum. Ça s'appelle un cancer, hein. Ça s'appelle un cancer, mais là je dis en général, qu'il n'y a plus de mort de cellules. Vous imaginez un cancer archi-généralisé. Bon. Les cellules doivent mourir pour que l'organisme vive. Et les individus doivent mourir pour que l'espèce et la culture vivent. Et si notre culture considère toujours qu'il n'y a que des individus, effectivement, les individus vont consommer n'importe quoi, détruire n'importe quoi, au nom de la seule chose qui est devenue importante, c'est l'individu et sa survie. Alors, c'est une question vraiment de sagesse, c'est une question de sagesse, c'est-à-dire que moi, je ne pense absolument, même, je vais vous dire tout à l'heure, vous savez, quand vous avez eu la bonne idée de faire la résistance armée contre une dictature,
même à la vieillesse, on vous rappelle toujours, vous avez fait la résistance. C'est vrai, c'est mon diplôme le plus honorifique. J'ai 3 doctorats. Mon doctorat le plus honorifique, c'est pas un doctorat, c'est effectivement à ce moment-là d'avoir fait la lutte armée contre la dictature et quand même passé tout ce que j'ai passé. Bon, très bien. Mais au moment, je savais très bien qu'on pouvait me tuer. Même ils ne m'ont pas tué, ah ben voilà une anomie, quoi. C'est-à-dire, parce que vous savez, il suffit d'1 millimètre pour que ce soit toi et pas celui d'à côté. Bon. Mais je ne les sacrifiais pour rien. Même quand j'ai pensé l'imminence de ma mort, je ne les sacrifiais pour rien. C'était une pure vie. C'était pure vie de dire vivre aujourd'hui en Argentine sous la dictature sanguinaire signifie la lutte contre eux. C'était pour la vie. Alors, c'est pour la vie inclut le fait de que peut-être toi, tu vas laisser ta peau. Ben, que notre culture ne soit plus capable de penser qu'un pari pour la vie implique parfois les désagréments de mourir, c'est quand même grave, vous voyez. Il y a quelque temps, j'ai donné une conférence, une petite rencontre pour des jeunes agriculteurs chrétiens. Bon, voilà. Ils avaient planté des croix, je ne sais pas. C'était des jeunes agriculteurs chrétiens. Donc, ils étaient très gentils parce qu'ils étaient chrétiens. Moi-même, en tant que juif, vous savez, on aime bien avoir toujours un ami goy au moins. Et alors, donc, il y a je dis cette caractéristique pour dire que ce n'était pas à une école de commerce, hein, c'était des jeunes agriculteurs, que c'était des gens qui se faisaient chier à planter des tomates. Hein. Et un jeune chrétien me dit, il y a un truc que je ne comprends pas, M. Benazir, dites-moi, quand vous et vos amis, vous risquiez votre vie, dans un calcul risque-profit, comment vous pensiez ça? Alors, effectivement, tu vois, c'est-à-dire, si tu meurs pour la liberté, dans un calcul de risque et profit, tu es un peu con, parce que c'est comme la bourse ou la vie. Si tu donnes pas si tu dis, ah non, la vie, bah, tu vas perdre la vie et la bourse. Donc, alors là, c'est pas bon. Simplement, ce que je n'ai pas pu, et pourtant je suis assez pédagogue, assez simple, comme ça, sauf quand je m'énerve, qui m'arrive à peu près 4 fois par jour, mais j'essayais gentiment d'expliquer au goy que pour nous, c'était impensable, ça. Je dis, mais nous, on le faisait pour la vie, on ne pensait qu'à la vie. Il dit, oui, mais vous savez que vous pourrez mourir. Oui, mais les paris étaient pour la vie. Il n'y avait pas de martyrs qui se sacrifiaient là-dedans. Eh bien, que ceci soit incompréhensible aujourd'hui, moi, je trouve quand même pas mal grave. Hein. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, où il faut aller pour trouver ça comme pas sacrifice. On pourrait dire, une mère qui voit que son enfant petit, parce que s'il est grand, déjà qu'il se débrouille, mais un enfant petit va être écrasé par une voiture, peut-être il faut aller à cette relation-là aujourd'hui pour trouver un lien dans lequel, au nom de la vie, on sacrifie sa vie. Vous comprenez? Vous imaginez à quelle décadence ça implique ça? Que le seul exemple qui paraît compréhensible, c'est une mère qui, en voyant que son enfant petit va se faire écraser, elle risque sa vie pour le sauver. Là, on dit, bon, on comprend. Mais au-delà de ça, il n'y a que pour ta pomme. Bonjour, monsieur. J'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est par rapport à l'explication que vous avez donnée sur le temps. Je trouve que c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Et j'ai l'impression qu'en dehors des 2 dimensions que vous avez données, aussi parce que vous êtes biologiste et médecin, et aussi dans vos propos, vous avez introduit une autre dimension qui est l'horloge biologique. Donc il y a au moins 3 dimensions et je pense qu'il y en a un certain nombre supplémentaires et que c'est très compliqué à comprendre en fait tous ces temps qui se chevauchent. Et donc ma question c'était juste si dans ce que vous avez déjà écrit ou dans ce que vous allez peut-être écrire, si vous avez une réflexion par rapport à ça. Et, parce qu'il y a un de vos compatriotes, Ernesto Sabato, qui a écrit un bouquin là-dessus. La deuxième question, c'était... en fait, là, on a parlé, je trouve, beaucoup de la technique, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une crise, dans une révolution, mais qu'on est à la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. Et je veux dire que là, on est dans un monde qui est le monde des occidentaux et de l'hypercapitalisme.
Et ça va bien avec la démocratie, ça va bien avec la technique qu'on vend, la technologie. Mais on est au bout de ça. Et donc j'ai l'impression enfin, moi en dehors de... Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas... on parle là de la technique, mais on n'a pas parlé de la finance, enfin, du monde financier. Et c'est ça qui fait qu'on est au bout des choses. Et qu'à travers les crises qu'on a vues, on ne les a pas résolues. Mais ce monde-là est malgré tout, à mon sens, en train de vaciller. Donc, moi, la question que je voulais vous poser, c'est... parce qu'il n'y a pas que l'Occident, hein, je veux dire, maintenant, il y a des pays émergents et qui ont d'autres conceptions que la conception très individualiste qui vient de l'Occident. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait... que parallèlement à ce monde-là, le monde dans lequel on vit, on voit par exemple avec le prix Nobel de la paix de monsieur qui a inventé les banques, vous l'avez vu, les banques pour... Est-ce que vous ne voyez pas dans quelque chose de positif, un nouveau monde qui se crée où les valeurs qui seraient dominantes seraient plus les valeurs de l'hyper-individualisme? Oui, moi je pense effectivement que un peu partout il existe ce qu'on a cru être le socle universel, qu'on cru que l'Occident était le monde et que tous les pays devaient devenir comme l'Occident. Bon, ça se casse à partir de l'Occident. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de points de vue qui ont le risque aussi du relativisme culturel, qui est un risque fort, hein, parce que l'universel abstrait de l'Occident disparaisse, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais le relativisme culturel, chacun sa culture, est très dangereux aussi. Bon, parce que, effectivement, la question, c'est comment on peut créer du socle commun. Comment on peut créer du commun. Alors, dans ces créations du commun, aujourd'hui, effectivement, il y a des cultures qui ont toujours été là, mais ensevelies. Par exemple, chez nous, en Amérique latine, les Indiens, ils étaient toujours là. Sauf qu'ils étaient écrasés par un Occident qui ne laissait aucune place, mis à part celle de s'occidentaliser. Et depuis, bon, ça coïncidait avec 92, le prix Nobel à Rigobert Amanchou, que c'était un geste majeur pour reconnaître les meilleures choses qui est arrivées en Amérique latine depuis très longtemps, depuis 5 siècles, c'est le retour de la dignité indienne. Alors c'est vrai, ces cultures-là sont là. Mais elles n'émergent pas simplement parce qu'elles réémergent, elles réémergent parce que la culture dominante, l'Occident, est en crise. Alors, émerge. Le problème, c'est que partout existe, comme dans les cas du prix Nobel, des expériences pour créer du commun, de créer des liens solidaires, des expériences de respect de l'environnement, d'économie parallèle. Partout existe des expérimentations aujourd'hui. Il y a une sorte vraiment de course contre le temps. Hein? C'est-à-dire, est-ce que de cette expérimentation multiple pourra émerger quelque chose qui pourra faire le poids face à la destruction néolibérale ou pas? Ça, on ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas si est-ce qu'il pourra, de cette expérimentation multiple que sont voilà, les banques de microcrédit que vous évoquez, tous les terres en autogestion, les nouvelles solidarités qui émergent, la réémergence donc de cultures non modernes comme les Indiens, sont tout un tas de phénomènes qui ont une chose en commun, c'est que l'Occident, dans sa crise, laisse émerger tout ça et apparaît tout ça. Bon. Est-ce que ça va produire un nouveau paradigme ou pas? Même au cœur même des sciences les plus dures et les plus scientifiques, la question du nouveau paradigme est la question centrale. Bon. Alors, ça c'est la question. Comme toujours, cette question-là, c'est une question qu'il ne faut pas qu'elle reste comme une question. Il faut, sans aucun doute, savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté de ceux qui font tout pour que de ce vaste laboratoire mondial qui existe aujourd'hui, chacun dans son expérimentation, de façon contradictoire et conflictuelle et sans commissaire politique qui disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, que ces larges soubassements le plus profond possible permettent que de nouveaux paradigmes de vie et de sociabilité émergent, et est-ce que ça les fera avant que la destruction ne soit pas trop grande? Ça, c'est le doute. Sinon, juste pour passer l'annonce par rapport à mes bouquins, oui, effectivement, la question du temps
est une question qui, dans pas mal de mes bouquins, apparaît. Et par rapport aux bouquins plus là-dessus, par exemple, celui que Britt a évoqué, Organisme Artefact, par exemple, est un bouquin dans lequel je parle de la question du temps là-dedans. Parce que c'est vrai que la question du temps, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est trop long, mais la question de la conception du temps comme temps linéaire, etc., est aussi un des pièges de ce monde de la représentation du panoptique. Il y a d'autres temporalités. Bon, pour le dire concrètement, les physiciens aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le temps. C'est-à-dire qu'un physicien ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'est le temps aujourd'hui, parce qu'effectivement, la conception du temps comme une autoroute qui a ce qu'on a parcouru, ce qu'on parcourt et ce qu'on parcourra, ce n'est pas que ce soit faux, mais ce n'est qu'une dimension de ce qu'on appelle le temps. Bonjour, je suis bien contente de vos éclaircissements concernant toute cette question concernant la génération future. Mais je me pose toujours la question, je voudrais bien sortir de cette conférence avec un peu plus de conviction, comment on a fait prendre soin des générations futures, sachant quelles sont les mutations tout simplement de la société et de la famille, même aujourd'hui. Je voudrais rebondir notamment sur le fait de c'est qui les générations? Les enfants, il y a des familles recomposées, décomposées, monoparentales, homoparentales. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Et du coup, même avec tous les plans chaleur, parce qu'il y a des vieux, Alzheimer et tout ça, on déclenche plein de plans. Mais nous, en tant qu'individus, on a de moins en moins de possibilités, et peut-être même pas envie tout le monde, de prendre soin tout simplement de nos aïeux, de nos vieux, de nos parents, de nos voisins, etc. Et ça me perturbe beaucoup de savoir qu'en dehors de ces considérations du temps linéaire et tout ça, que tout simplement, pratiquement, je fais quoi pour les générations futures? Comment je m'occupe de ma vieille mère alors que je rame moi-même pour trouver du boulot, comme je suis précaire? J'ai mon enfant dont le père a des enfants qui ont 32 ans, lui il en a 9. Donc voilà, si vous avez compris bien ma... Oui. Votre question, il a plusieurs aspects, mais il y a un axe unique qui est par rapport, que ce soit du côté familial ou du côté de la résistance à ça qui avance. Dans les deux, il y a un axe unique, un dénominateur commun, qui est le problème de mettre l'individu au milieu. Si moi je me vis comme un individu, famille recomposée, homoparentale, famille multiple, je ne sais rien, si moi je me vis comme un individu en rapport conscient et libre arbitre, n'est-ce pas, avec les autres, ça, d'un point de vue même clinique, c'est toujours un désastre. C'est-à-dire, si on ne peut pas sentir que je suis les liens, que je ne suis pas un individu qui accepte des liens et qui refuse d'autres. Vous savez, vous citez Sabato, je vais citer Borges. Borges, il a une phrase très intéressante qu'il dit « La porte choisit, non l'homme. C'est la porte qui choisit, non pas l'homme. » Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme en tant qu'individu qui choisit quelle porte va prendre. C'est la porte qui pousse l'individu vers un côté ou vers l'autre. Tant que je continue à me penser comme un individu, je ne peux pas résoudre les problèmes d'éducation, de transmission, de famille. Ça, je vous le dis en tant que clinicien. En tant que clinicien. Que la famille soit une famille de souches, souchissimes, dans lesquelles maman, papa sont ensemble, ou que ce soit une famille recomposée, ou que ce soit une famille homosexuelle. Si les gens se vivent comme des individus avec des rapports optionnels et utilitaristes et hédonistes, c'est-à-dire je suis avec l'autre tant qu'il me sert et me donne du plaisir. Tant que les liens apparaissent comme un lien entre individus, ça va très mal. Quelle que soit la structure de la famille. Et quelle que soit la structure du groupe familial, si les liens sont des liens comme la porte m'a choisi, je n'ai qu'à assumer
ce que je suis. Donc assumer que je suis dans un réseau de liens. C'est ça la voie de dépassement de l'illusion de l'individu. Assumer ce qu'on est, quoi. Assumer que ce que je suis, c'est pas moi qui l'a fait. Si nous pouvons assumer ça, d'un point de vue familial, effectivement, on commence à résoudre pas mal de problèmes de la psychopathologie contemporaine. Et par rapport à résister, résister passe par l'idée justement de ne jamais se poser dans la position de l'impuissance maximale, qui est de dire, moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire par rapport au monde? Parce que ce dispositif-là est le dispositif de l'impuissance. L'individu qui s'expérimente comme individu et qui regarde ce qu'on appelle le monde par Internet ou la télé, là, c'est le dispositif de l'impuissance maximale. La seule possibilité de résister, c'est de se rendre compte que je ne suis certainement pas un individu face à la globalité, que je suis qu'un tissu de liens. La possibilité d'expérimenter les liens comme quelque chose de réel, c'est la seule résistance actuelle qui fait que le futur ne soit pas ce qui va venir, mais que le futur, c'est ce qu'on construit ici et maintenant, parce qu'on sait qu'après moi, ce n'est pas le déluge. Qu'après moi, la vie qui m'a traversé pendant quelques moments, la vie dont j'étais en mode pendant quelques moments, continue. Et pouvoir bêtement aimer la vie. Parce que plus on s'aime soi, moins on aime la vie. Je sais que c'est une formule con, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je vais être très bref en 2 points. Après, je répondrai à la question comment s'engager, comment je le vois moi. Et avant une petite anecdote, pour donner une petite aération, il y a toujours eu des Cassandres qui vous ont dit, dit-on, qui annoncent des catastrophes qui n'arrivent pas. Et finalement, les choses s'arrangent, des gens vous disent, laissons à chaque génération le soin de régler les problèmes qui seront ceux qui se présenteront à elle. Ne laissez pas votre présent gâché vers le futur. Et il y a une anecdote qu'on raconte. Au 19e siècle, à Paris, il y avait un développement, enfin, une population qui s'agrandissait beaucoup, et il y avait de plus en plus de voitures à cheval, hein, et les gens disaient, on va vers une catastrophe environnementale. Savez-vous laquelle? Eh bien, avec tous ces chevaux, il y a de plus en plus de crottins. Hein, et Paris va être noyé sous le crottin de cheval. Hein, et les gens ont dit, mais oui, après il y a eu la voiture. Donc il y aura toujours des scientifiques, des gens qui apporteront une solution nouvelle, et soyez tranquilles. Donc on a des climato-sceptiques dans tous les domaines. Maintenant, pour revenir au sujet, comment s'engager? Personnellement, comment s'engager? Si, en dehors du fait de ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les dents ou de faire son tri sélectif, il y a quand même un moyen. C'est quand on est carte d'électeur. Il faut penser qu'il y a 2 problèmes essentiels là-dedans. Il y a l'individu, il y a l'aspect social et il y a l'aspect environnemental. Quand vous allez voter, ayez cette idée en tête. Qu'est-ce qui est bon socialement pour l'individu? Parce que quand on est en précarité, comme l'a dit madame, l'environnement, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et puis après, il y a l'environnement, parce que c'est un problème crucial, et nous sommes responsables. Alors quand vous votez, pensez à ça. Alors je voudrais juste, pour une dernière intervention, répondre à ça. Je crois vraiment que, mis à part ce qui est politiquement correct, il y a voter et voter. Et aujourd'hui pour aujourd'hui, vous connaissez tous, toutes plus ou moins ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Le premier genre de connaissance, c'est la méconnaissance totale. C'est je ne connais que ce par quoi je suis affecté passivement. C'est-à-dire, donc, c'est l'exemple de dire le soleil me brûle, le soleil est méchant, le soleil me chauffe, le soleil il est gentil. Mais je ne connais rien du soleil parce que tout ce que j'ai accès, c'est à par quoi je suis affecté passivement. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est l'ignorance totale. Or, il y a 2 façons d'aller voter. La façon actuelle d'aller voter et de faire de la politique, c'est la façon premier genre de connaissance. C'est-à-dire qu'on va voter non pas par rapport au programme, aux liens, aux sacrifices que les candidats énoncent, mais on va voter par rapport à moi m'arrange, à moi le soleil me chauffe, vous comprenez? À moi, ces candidats-là me donnent du chocolat. Et si ces candidats-là ne me donnent pas de chocolat, je ne vote pas. Et c'est un gros danger,
c'est un gros danger pour une démocratie de que la politique soit faite de plus en plus dans ce que Spinoza décrit très clairement comme premier genre de connaissance, c'est-à-dire que je vote par rapport à des considérations qui tiennent en compte seulement comment je suis affecté passivement par la chose. Vous voyez? Parce que ça veut dire quelque chose de très concret, ça. Hein? Spinoza était quelqu'un qui pensait des choses très très concrètes. Hein? Ça veut dire que si je ne peux avoir comme connaissance que ce qui m'affecte passivement, je ne peux jamais rien connaître par les causes et par les liens. Je n'ai pas accès à connaître les causes et les liens. Donc je ne peux sacrifier rien de ce qui est mon bonheur. Au nom de quoi? Je n'ai pas accès. Donc notre société de l'immédiat, cette société d'un présent éternel qui ne passe jamais, qui ne laisse pas de place pour le futur, est une société de premier genre de connaissances. Vous demandez à quelqu'un, est-ce qu'avoir telle machine, vous savez, je me suis fait connaître dans les médias parce que j'écris avec Angélique Delray un bouquin sur les téléphones portables. Et c'était le seul bouquin publié dans lequel on m'appelait pour se moquer de moi. Non, voilà, c'était drôle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous dites à quelqu'un, mais il te sert le téléphone, il te sert. Mais qu'est-ce que signifie toute cette téléphonie, par exemple? Ah, ça non. Vous comprenez? Si je ne peux être affecté que passivement par ce qui me sert ou ce qui ne me sert pas, je ne peux pas penser. Je suis condamné à ce qu'on appelle cet ersatz de la pensée qui est l'opinion, qui signifie développer des sophismes pour expliquer mon opinion. Notre politique actuelle, notre démocratie, et Dieu sait que je me suis battu pour la démocratie, eh bien, notre démocratie est en danger parce que les candidats ne parlent qu'au premier genre de connaissances. Tu veux payer moins d'impôts, je te promets moins d'impôts. Tu veux, je te promets ça. Donc, faire de la politique, c'est devenu que le candidat s'affronte à une masse de gens, premier genre de connaissances, qui demandent à voir quel candidat, passivement, l'arrange le mieux. Donc aujourd'hui, très malheureusement, il ne suffit pas d'aller voter. Il faut créer les conditions de protagonisme. Je sais que ça n'existe pas en français, ces mots-là. C'est dommage que ça n'existe pas, surtout la pratique. Mais des protagonismes social qui garantit que des gens votent au deuxième genre de connaissances. Et maintenant, c'est fini parce qu'ils ne m'ont même pas donné un verre d'eau.